Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h45, c'est le petit déjeuner politique de Bruno Retailleau, sénateur de Vendée, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Patrick Roger. Bar, resto, déplacement à plus de 100 km, transport, les rassemblements, les municipales. On attend Édouard Philippe cet après-midi et on va l'évoquer dans un instant. Juste avant ça, alors l'adoption hier au Sénat aussi de l'application Stop Covid. Vous-même, plutôt défenseur des libertés individuelles, pourquoi vous votez en faveur de ce traçage numérique ? Pour deux raisons. J'ai toujours dit au gouvernement qu'il n'aurait pas dû se contenter de nous confiner. Il fallait en même temps une stratégie beaucoup plus offensive, c'est-à-dire il fallait dépister massivement, il fallait tracer les contacts, parce que quand une personne tombe malade, c'est important de savoir que si celles et ceux qu'elle a croisés, elle les a contaminés, il faut qu'ils soient prévenus, c'est ça, c'est l'alerte. Et ensuite, il faut isoler, donc dépister, tracer, isoler. J'avais envoyé une lettre au président de la République, je lui avais demandé des garanties sur le volontariat, sur le caractère temporaire, sur une instance de contrôle, sur la transparence. Elles ont été remplies et c'est pas parce que je suis dans l'opposition que je m'oppose systématiquement. J'ai considéré que c'était une application assez respectueuse de nos libertés publiques. Et enfin, je veux pas que la France soit comme l'Allemagne. L'Allemagne n'a pas développé d'application allemande ou européenne. Total, elle est dans les mains de Google et d'Apple. Oui, là, il y a des garanties justement pour que Google n'utilise pas l'ensemble des données. Bien sûr. Parce que il y a eu des failles, on l'a vu dans quelques pays. Bien sûr. Mais moi, je voulais une solution française, c'est-à-dire souveraine, et je ne voulais pas qu'on tombe dans les mains, justement, pour cette souveraineté numérique des GAFAM. C'est terrible. Ça va pas être un peu gadget quand même, si ce n'est pas justement obligatoire aussi. Alors qui va en avoir J'ai voulu lui donner sa chance. Je pense qu'une application numérique, quand vous êtes, par exemple, vous savez qu'on a des brigades épidémiologiques qui sont chargées lorsqu'il y a un cluster, il y a des gens qui tombent malades justement, et bien ces brigades sont chargées de voir tous les contacts qu'elles ont pu croiser et donc contaminer dans les jours précédents. Mais quand vous êtes, par exemple, dans un bar, quand vous êtes dans une rame de métro, quand vous êtes sur une file que vous faites dans une grande surface, où vous faites vos courses, vous ne savez pas qui sont les gens, vous ne pouvez pas retracer ces contacts. Donc le digital est un moyen, mais à la condition qu'il respecte nos libertés. Et très franchement, il les respecte beaucoup plus que toutes les applications que vous et moi nous avons sur nos smartphones et qui partent avec nos données personnelles outre-Atlantique dans la Silicon Valley tous les jours, massivement. La deuxième vague de déconfinement, justement. Alors, est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'assouplissement de la limitation des 100 km ? Bien sûr. Vous savez, moi, le confinement, c'était la stratégie de mise sous cloche. C'est la stratégie, finalement, de ceux qui n'en ont pas d'autres. Je disais tout de suite qu'il aurait fallu à la fois confiner, mais surtout tracer, dépister massivement. On ne l'a pas fait. Total, il a fallu que tout le monde reste à la maison. Et on a un écroulement économique et un écroulement social avec des conséquences qui seront rudes. On le verra à la rentrée prochaine. Moi, je pense que désormais, la vie doit reprendre le dessus, d'autant qu'on le sent bien. En France et ailleurs, l'épidémie est en train de refluer. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser tomber les mesures barrières. Moi, j'étais adepte du masque, y compris dans les rues commerçantes, etc., à l'extérieur, parce que vous protégez et vous protégez les autres. Mais je pense que si, justement, on prend ces précautions, alors on doit être un peu plus libre de nos mouvements. Le masque, par exemple, il doit être obligatoire dans les transports en commun. Mais bien sûr. Je l'aurais même rendu. Certains disent, encore une fois, attention, les libertés. Est-ce que moi, je dois porter un masque impérativement ? Non, mais la liberté, écoutez, moi, j'estime que le confinement, ça a été la restriction la plus brutale, la plus générale de nos libertés. La liberté d'aller et de venir, c'est la première de nos libertés. Donc, franchement, je préfère porter un masque. Franchement, y compris avoir une application respectueuse des libertés, notamment sur la base du volontariat, plutôt que d'être cloîtré chez moi, évidemment. L'ouverture aussi des bars, des restaurants, il faut là aussi des conditions. Mais on avait un restaurateur tout à l'heure qui disait, moi je peux pas, on va abandonner les 4 mètres carrés par personne visiblement, et c'est quand même extrêmement difficile de fonctionner avec des restaurants qui sont à 50% de leur capacité. Mais évidemment, il faut faire attention. On ne vivra jamais avec un risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Il faut s'habituer à vivre avec le virus et donc à vivre avec le risque. S'habituer à vivre avec le risque, ça veut dire quand même qu'on doit avoir justement ces bons réflexes. Je vais vous dire, moi, j'étais avant-hier avec les hôteliers de plein air sur le littoral vendéen, donc les campings, etc. Et ce qui est incroyable, et vous voyez la bureaucratie française, ils m'ont montré 2 documents. Un document de l'ARS, vous savez, les agences régionales de santé de l'Aquitaine, c'est tout près de chez nous. Eux, c'était pour les piscines, l'ouverture des piscines. Ils recommandaient 2 personnes
pour 3 mètres carrés de surface d'eau. Et nous, l'ARS en Pays de la Loire, c'était une personne, 4 mètres carrés. 2 régions qui se jouxtent. Donc, stop à la bureaucratie aussi. Je veux dire que la France en a beaucoup pâti pendant toutes ces Alors semaines. vous, justement, Bruno Retailleau, élu de Vendée, il y a tout le littoral atlantique. Vous croyez aux plages dynamiques ? Quand on va sur le littoral, là, pour l'instant, on voit déjà quand même qu'il y a des gens qui vont s'asseoir un petit peu sur la plage et qui ont du mal à... Bien sûr, j'y crois. Et ça, globalement, ça s'est bien passé. J'étais avec des élus du littoral aussi il y a très peu de temps. Très franchement, ça s'est très bien passé. Oui, mais là, pour cet été, vous avez 250, ne pas s'asseoir sur une plage. Dans mon département, vous avez 250 kilomètres. Nous, nos parcs, nos jardins sont ouverts, mais nos jardins, nos parcs, c'est aussi nos plages. Alors, évidemment, on ne doit pas s'entasser. Voilà. Et les plages, cet été, devront être surveillées pour faire respecter ces consignes. C'est la condition pour que les Français puissent partir en vacances, puissent goûter aux joies de la vie, aux joies du soleil et de la plage aussi. Les parcs aussi, les parcs de loisirs notamment, le Puy du Fou, qui a bénéficié d'un privilège, selon vous, de la part d'une faveur de la part du président de la République. Il y a eu beaucoup de bruit. Philippe de Villiers, votre ancien mentor. Voilà. Il y a eu beaucoup de bruit autour du Puy du Fou, mais ce que je constate, c'est que dans le courant du mois de juin, d'autres parcs vont rouvrir, comme le Puy du Fou. Ça sera le cas du Futuroscope sans doute, ça sera le cas aussi d'Astérix. Le grand parc allemand à quelques encablures de la frontière française, Europa Park, ouvre cette semaine. Voilà. Donc moi, vous voyez, je suis pour que la vie reprenne le dessus. C'est fondamental parce que, croyez-moi, si on ne le fait pas, notre société s'écroulera et on aura des conséquences économiques, sociales, mais aussi sanitaires. Alors, puisqu'on évoque le Puy du Fou, le président dialogue en direct avec certains, avec Philippe de Villiers, il a échangé des SMS, et on l'a appris aussi avec Jean-Marie Bigard. Ça vous choque, ça ? Non, mais j'en ai rien à faire. Non, ça c'est la politique spectacle. Pourquoi fait-il ça ? J'ai vu des chaînes Macron qui avaient un bandeau en permanence pratiquement hier. Ça c'est rien, c'est l'écume des jours. Croyez-moi, les Français sont au-dessus de ça. Les Français, je vois bien qu'ils vont être menacés pour leur emploi, pour leur pouvoir d'achat. Ils attendent qu'on leur apporte des solutions. Voilà, ils n'attendent pas que le président de la République fasse guili-guili avec je ne sais quel humoriste ou membre de voilà. Il y a une manipulation derrière ça. Mais c'est le showbiz. C'est tout ce que les Français n'aiment pas. Voilà. Oui, mais on dit aussi que ça pourrait être une candidature venant du peuple. Mais une candidature venant du peuple, pourquoi ? Parce qu'il est sur des scènes et qu'il fait peuple. Mais je ne suis pas pour la politique spectacle. Je pense que c'est la défiguration de la politique, tout simplement. Et si on réduit la politique... Vous savez, moi, ce que je reproche souvent à Emmanuel Macron, c'est de prendre des airs de comédien. Ça n'est pas d'incarner, c'est plutôt d'interpréter. De temps en temps, on sent bien que lors de ses prises de parole, il joue un rôle. Voilà, non. Moi, je demande de l'authenticité. Je demande la sincérité. Je ne demande pas qu'un président de la République ou quiconque joue un rôle pour les Français. Je demande d'être vrai, d'être authentique. Les municipales le 28 juin, vous proposez une facilitation du vote par procuration et le vote par correspondance aussi. Christophe Castaner a évoqué cette piste. Vous êtes prêt ? Je l'avais déjà évoqué, moi, il y a plus de 2 mois avant qu'on ne vote la loi sur l'état d'urgence sanitaire. On l'a voté le 23 mars. J'avais une réunion d'ailleurs avec Christophe Castaner. On m'avait expliqué que c'était très 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 compliqué. Certes, dans les années 70, il y a eu de la fraude. La fraude, elle est souvent partout. Et il y a des moyens aussi de la contredire. Donc, je pense, vous voyez, c'est exactement nous ce qu'on demande, par exemple, c'est qu'il puisse y avoir 2 procurations par personne. Et que des officiers de police judiciaire puissent aller recueillir des procurations, par exemple, dans les EHPAD, pour que nos anciens puissent participer à ce devoir civique, c'est-à-dire à la vie tout court, là aussi. Mais voyez bien que par des mesures assez simples, on peut articuler la protection des Français, mais en même temps la participation des Français au déconfinement, y compris politique. Et par correspondance, quoi. Bien sûr. Et je pense qu'au Sénat, c'est faisable. Là, écoutez, au Sénat, je vous l'annonce, je sais qu'il y aura un amendement sur, notamment au-delà de la procuration, puisque ça c'est déjà inscrit dans le texte que nous avons déposé avec Hervé Marseille et Philippe Bas, et qui sera discuté dans quelques jours. Mais il y aura aussi un amendement pour faciliter le vote par procuration. On verra bien. On va le proposer. Le vote par correspondance aussi, c'est ça ? Non, en plus. Par correspondance, pardon, vous avez raison. Oui, c'est ça. Par procuration d'un côté et un amendement... Procuration, correspondance. Correspondance, voilà. On attend aussi beaucoup la relance de la machine économique. Quand est-ce que les Républicains vont présenter leur proposition de relance ? Le parti le fera dans quelques jours et le groupe que je préside au Sénat le fera mi-juin. Ce sera un document extrêmement complet et on essaiera à la fois d'articuler le court terme et le moyen terme pour que la France reparte
incertes. Parce que vous avez vu que hier, l'INSEE nous a prédit sur le deuxième trimestre une chute de la croissance, c'est-à-dire de la richesse nationale de près de 20%. Si c'est ça, en fin d'année, on ne sera pas à moins 8%, mais on sera à moins 10%. On aura plus d'1 million de chômeurs de plus, sans doute. Ce sera une catastrophe sociale et économique. Donc on va faire des propositions pour les jeunes, notamment, pour les apprentis, pour les 700 000 jeunes qui aujourd'hui sont... enfin, ils ne le sont plus, puisqu'ils étaient dans leurs universités, dans leurs grandes écoles, qui ont fermé les portes. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Ils vont arriver sur le marché du travail. Eh bien, moi, je propose que pour ces apprentis, pour ces jeunes, on ait évidemment les zéro charge, on ait un certain nombre de moyens, et aussi, pour un certain nombre de chômeurs adultes, je pense qu'il vaut mieux passer du chômage partiel à ce qu'on appelle le congé formation pour se former, pour se requalifier, plutôt qu'au chômage tout court. Oui, Bruno Retailleau, un mot aussi de l'Europe, parce que la relance, elle passe au niveau européen. Il y a ce plan, effectivement, de relance de 750 milliards d'euros. Vous avez noté des incohérences au niveau de l'Union européenne, par exemple sur les terres cultivables. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'entends il y a des milliards, des centaines de milliards qui tombent de partout. Oui, on se demande d'où d'ailleurs. Voilà. On se demande d'où. Ça sera notre argent de demain, ou alors l'argent de nos enfants, de nos petits-enfants. Moi, je pense qu'il doit y avoir une cohérence de principes. Si l'Europe, par exemple, dépense des centaines de milliards et qu'on ne fait pas attention à nos frontières, qu'on laisse rentrer, par exemple, des produits chinois qui font du dumping environnemental, eh bien, nos milliards iront relancer les usines chinoises et pas l'emploi européen. Ce que je demande, c'est que l'Europe change de logiciel, qu'on soit capable de créer des champions européens, donc changer la doxa sur la concurrence, changer aussi sur le libre-échange pour qu'il puisse y avoir une vraie réciprocité. Et pour les terres, moi j'ai été absolument choqué. Vous savez que dans la nouvelle politique agricole commune, l'Europe demande à ce qu'on gèle 10% des terres. Et en même temps, elle conclut avec le Mexique un accord de libre-échange. Ça veut dire qu'on n'aurait plus le droit de produire chez nous, et que ce qu'on ne produirait pas chez nous, on irait l'importer d'au-delà de l'Atlantique, du bout du monde. Que peut-on faire? Qu'est-ce que Emmanuel... Eh bien, moi, ce que je propose... Moi, par exemple, j'attends toujours que Emmanuel Macron soumette au vote du Sénat le fameux CETA, le fameux accord de libre-échange avec le Canada. L'Assemblée l'a voté. Eh bien, il sait qu'on veut s'y opposer, parce que... Pourquoi on veut s'y opposer? Moi, je ne suis pas contre, a priori, pour le libre-échange. Je veux la réciprocité. On a en France une des agricultures les plus qualitatives mondialement. Et on voudrait nous faire importer des produits qui ne sont pas qualitatifs. Un droit de veto, alors Il faut des frontières, il faut des vraies frontières, il faut une écluse. Notamment, on propose une sorte des frontières vertes, un bouclier. Quand les Chinois veulent nous inonder avec leurs produits, eh bien, si leurs produits ne respectent pas les normes européennes en termes de qualité d'environnement, eh bien, on les taxe. Parce que sinon, nos usines iront ailleurs, il y aura une fuite, si j'ose dire, en matière d'environnement, puisqu'elles s'établiront sur d'autres pays, puisque nous, on est très très contraint sur ces règles et pas les Chinois. Le mot de la fin, Bruno Retailleau, avec Cécile Ménibus. Oui, sur Agnès Buzyn qui a confirmé sa candidature à Paris. Elle se dit bien sûr déterminée. Puis elle s'excuse aussi d'avoir utilisé le mot mascarade pour la gestion du premier tour des élections. Mais elle dit aussi qu'elle a pu apparaître comme un bouc émissaire, d'où son silence pendant 2 mois. Elle attendait que le soufflet retombe, selon elle. Ça sent un peu le cafouillage, non, en matière de com'? Écoutez, voilà, c'est un échec pour En Marche. Je crois que sur les milliers de communes de 9000 habitants, LR a dû en gagner près de 60%. Je crois qu'En Marche, on n'a même pas gagné 5%. Et on a bien vu l'illustration à Paris, où il y a eu une division et où il y a eu un effondrement pour En Marche, alors qu'il y a quelques mois, rappelez-vous, En Marche prétendait conquérir la capitale. Quelle grande ville En Marche est en mesure aujourd'hui de conquérir en France? Aucune. En fait, c'est l'échec. C'est l'échec. Parce que En Marche, c'est en réalité un seul homme. C'est Emmanuel Macron. Voilà, c'est un projet réduit à un homme, le président de la République, un hyper-président de la République. Donc voilà, je ne veux pas faire de commentaires sur Agnès Buzyn ou sur d'autres. Ce qui m'importe, moi, c'est la leçon politique. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'on va rentrer là aussi dans une phase. Alors, je crois qu'il faut tourner très vite la page des municipales. C'est important qu'on puisse avoir des maires. Ils ont été en première ligne au moment de la crise. Je veux vraiment leur rendre hommage avec leurs équipes. Croyez-moi, s'il n'y avait pas eu les maires, toute cette trame de 500 000 élus qui sont aussi souvent des bénévoles de l'action publique, je pense que la France n'aurait pas aussi bien tenu. Merci Bruno Retailleau, sénateur de Vendée et président du groupe LR au Sénat, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Restez avec nous dans un instant, c'est le journal de 8h. 5h-10h, le grand matin Sud Radio.